Bonsoir chers téléspectateurs, c'est l'heure de votre rendez-vous santé sur la télévision togolaise. Ce soir, nous mettons en lumière la drépanocytose, une maladie génétique qui constitue un fardeau quotidien pour les malades et leurs familles. Mais d'abord, allons découvrir quelques informations utiles sur l'apnée du sommeil dans la rubrique « On est en forme ». Bienvenue dans ce plateau santé. Le syndrome d'apnée du sommeil est une maladie qui se manifeste par des arrêts de la respiration au cours du sommeil. Essentiellement tout ce qui va réduire le passage de l'air dans les voies respiratoires. On va dire en gros une maladie qui va s'observer chez des patients qui ont une surcharge de poids, un excès de poids, qui fument, ou des patients également qui prennent certains médicaments qui vont relâcher les muscles de la gorge. Chez les enfants, ce sont des causes ORL. C'est pour ça que lorsqu'un enfant ronfle, il est toujours important de l'adresser en consultation ORL pour que le médecin regarde s'il n'y a rien qui empêche le passage de l'air. Le patient, la nuit, va avoir tendance à ronfler. C'est des ronflements qui sont de plus en plus sonores et la personne peut se réveiller plusieurs fois pour aller uriner. Pendant la nuit, il ne peut pas se rendre compte. C'est l'entourage qui va lui décrire, va lui dire que quand tu dors, tu ronfles beaucoup. Quand tu dors, parfois ça m'inquiète parce que ta respiration s'arrête. Mais lui-même, il va s'en rendre compte de façon indirecte parce que lorsqu'il a des apnées du sommeil, il n'a pas du tout un bon sommeil. Or, quand on n'a pas un bon sommeil, on va se réveiller fatigué. C'est une affection grave parce qu'on peut en mourir. Hein. Vous savez, quand vous avez un patient qui fait des apnées du sommeil, il y a certains d'entre eux qui ont également un trouble du sommeil à type d'insomnie. Et ils auront tendance à faire quoi? À prendre des médicaments pour dormir. Alors que ces médicaments-là peuvent aggraver les apnées du sommeil et ils peuvent facilement mourir pendant leur sommeil. À part les somnifères, vous avez l'alcool. Lorsque vous prenez de l'alcool de façon, surtout le soir, au coucher, et que vous faites des apnées du sommeil, vous pouvez mourir pendant votre sommeil. L'apnée du sommeil, lorsqu'il n'est pas bien traité ou traité à temps, il y aura des complications neurologiques. C'est des maux de tête chroniques, c'est l'accident vasculaire cérébral. Chez le sujet âgé, ce qu'on appelle le syndrome multilacunaire, donc la personne va avoir tendance à oublier, même ses enfants parfois, il peut le voir mais ne pas le reconnaître. Au niveau cardiaque, vous avez l'hypertension artérielle, vous avez l'insuffisance cardiaque, ce qu'on appelle le gros cœur, vous avez les troubles du rythme cardiaque avec le risque de faire un infarctus du myocarde, donc une crise cardiaque. C'est le diabète, c'est l'impuissance sexuelle, c'est également ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Et puis après, vous avez également des complications socio-professionnelles parce qu'il y a un risque important d'accident de la circulation. On peut traiter cette affection lorsque vous avez un enfant qui ronfle, qui bave lorsqu'il dort, qui fait pipi au lit encore à partir d'un certain âge. Il faut l'emmener en ORL parce que l'enfant qui fait des apnées aura du mal à retenir les leçons, aura du mal à se souvenir de ce qu'il a appris. Maintenant, sur le sujet adulte, dans 95% des cas, malheureusement, il n'y a pas de traitement chirurgical ou médicamenteux. Le traitement médicamenteux, ça va plutôt consister à éviter de prendre les somnifères, tout ce qui va inhiber le cerveau. Et le traitement repose essentiellement sur un appareil qui s'appelle l'appareil de pression positive continue. Et cet appareil-là, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va empêcher que la gorge se ferme pendant le sommeil. Quand on souffre de la maladie, il faut consulter. Et l'entourage du patient a un grand rôle. Quand on prend dans les couples, c'est parfois les femmes qui poussent le mari à consulter. Un patient qui est apnéique peut être un patient qui va avoir une baisse de la libido. Éviter de prendre de l'alcool, surtout le soir. Il faut maintenir une activité physique régulière de façon avec pour objectif de perdre du poids. La prévention passe par le contrôle et la maîtrise du poids. Ensuite, par l'éviction de certains comportements, donc la prise de somnifères sans prescription médicale,
la prise de tabac. Et puis, la prévention également, c'est si éventuellement vous faites des angines à répétition, ça veut dire que vous avez probablement de grosses amygdales. Il faut consulter le médecin ORL pour qu'il puisse s'occuper de vous. Et chez les enfants, lorsqu'on les prend en charge assez tôt, ça permet d'avoir un impact positif sur leur vie scolaire. Et si jamais vous souffrez d'apnée du sommeil, il faut vous faire prendre en charge pour éviter les complications imputables à l'apnée du sommeil. Ce soir, nous abordons une maladie génétique malheureusement trop présente sur notre continent. Il s'agit de la drépanocytose. Malgré les efforts de nos gouvernants et leurs partenaires, la drépanocytose demeure toujours un problème de santé publique majeur. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'en Afrique, environ 7 700 000 personnes seraient touchées par cette affection. Ce soir, nous faisons un focus sur cette maladie avec un accent particulier sur le rôle crucial que joue l'ATLD qui œuvre sans relâche pour un bien-être sanitaire quotidien des personnes drépanocytaires. Merci de rester fidèle à ce programme. Et pour parler de la drépanocytose ce soir, nous sommes avec M. Kponou Tobosi. Il est le président de l'ATLD. Monsieur Tobosi, bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir également à toute l'audience de la TVT. Ce soir, vous venez sur le plateau de santé d'abord avec une autre casquette. Oui, une nouvelle casquette du président de l'association togolaise de lutte contre la drépanocytose, casquette qui m'a été portée le 14 juin dernier. En tout cas, félicitations et merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Nous partageons également ce plateau avec mademoiselle Josepha Gracia Agoton. Elle est étudiante et drépanocytaire. Mademoiselle Agoton, bonsoir. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Je vais très bien. Ce soir, vous allez partager votre combat quotidien contre la drépanocytose avec nous. Oui. Merci également à vous d'avoir accepté venir sur ce plateau. Nous avons voulu savoir ce que la population de Lomé sait sur la drépanocytose. Rita Wassi est allée à la rencontre de quelques-uns, découvrir les réponses recueillies dans ce micro-trottoir. Kuzogbe epeke obe ma do ke ngba obe la do mpo na ma ngbo nti bo voa do mpo na mpo nyane ma webe nu nya lo leko. La drépanocytose est une maladie qui est héréditaire. Et la maladie, c'est que ça fait mal aux os qui sont dans le corps. Avant que les parents ne se marient, ils doivent aller pour faire les tests. Les tests voient qu'il y a un d'eux qui ont une maladie héréditaire. La maladie de la drépanocytose n'est pas contagieuse quand les deux parents se fusionnent et que le père est AS ou la mère est SS, on peut avoir, c'est une probabilité, on peut avoir un enfant qui sort SS. Quelqu'un qui est atteint de la drépanocytose peut suivre des traitements et pouvoir vivre dans la société, mais guérir à 100%, je ne suis pas sûr. Pour éviter la drépanocytose, en vrai, c'est au début de chaque couple, quand l'homme ou la femme voudrait s'unir, et il faudrait qu'avant leur union, ils puissent faire le test de drépanocytose pour pouvoir savoir si les deux sont compatibles à un mariage. Monsieur Tobosi, chers téléspectateurs, nous voici de retour sur ce plateau. Monsieur Tobosi, afin que nos téléspectateurs comprennent mieux ce que c'est que la TLD, pouvez-vous nous faire une présentation sommaire de votre association? Merci beaucoup madame. La TLD, c'est entendu Association togolaise de lutte contre la drépanocytose, est une association à but non lucratif qui a été autorisée par le ministère de l'administration territoriale depuis septembre 2013. Et cette association œuvre dans le maintien de la meilleure santé ou bien du meilleur contrôle de la drépanocytose à travers le territoire togolais. Alors, mademoiselle Josepha, partagez votre histoire avec nous. Je suis drépanocytaire de type SS. J'ai grandi dans un environnement où tout le monde me disait la drépanocytose, c'est une maladie qui tue,
tu vas forcément mourir, tu n'as pas besoin d'aller à l'école. Alors, je me rappelle, un jour, j'étais allée à l'école et notre professeure était absente le matin. Elle est revenue le soir. On lui a tous posé la question du pourquoi elle était absente le matin. Elle nous a expliqué que son neveu venait de décéder. Et dans ses explications, elle nous disait que son neveu en question, il souffrait de la drépanocytose, mais qu'il était de type AC. Bon, je suis drépanocytaire aussi. J'ai ressenti ce vide. J'étais mal. Et elle nous a expliqué, elle nous a donné le conseil plutôt de ne jamais épouser un drépanocytaire, que cette maladie, ça tue. Donc, épouser un drépanocytaire, c'est signer un contrat de devenir veuf ou veuve plus tard. Donc, ce soir-là, j'étais très mal, mais je me suis plutôt dit, je suis drépanocytaire, oui, mais je vais pas m'attarder sur ma maladie. Je suis née avec, je vais mourir avec, forcément. Tout le monde va mourir un jour, mais je dois apprendre à vivre avec cette maladie. Et j'ai décidé d'accepter ma maladie, en fait. Monsieur Kpono Tobosi, voilà Josepha, entre tristesse, engagement, détermination, voilà qui donne de l'élan ou de l'espoir à toutes ces personnes drépanocytaires qui nous regardent ce soir. Je suis porteur du gène, je suis AS, c'est-à-dire que je peux transmettre la maladie, mais je ne fais pas la maladie parce que pour faire la maladie, il faut avoir les deux phénotypes de la maladie. Il faut être SS ou SC. Alors moi, j'ai hérité la forme S de ma maman. Je ne savais pas que j'étais porteur du gène. C'est plus tard, après le bac, que je l'ai su lors d'un stage au laboratoire où on nous apprenait à effectuer le test sur les prélèvements des malades. Et c'est comme ça que je me suis dit, pourquoi ne pas le faire moi-même? J'ai fait le test, ça s'est révélé AS. Et c'est ce jour que j'ai su que les malaises que j'avais au cours primaire, disons tout mon parcours scolaire, j'étais souvent resté en salle de classe pendant la récréation parce que quand on sort en récréation, il faut sauter par ici, il faut s'amuser, il faut faire ci, il faut faire ça. Je n'arrivais pas à le faire parce que quand je le fais et que je reviens en classe, je suivais difficilement les cours. Donc c'est à partir du moment où j'ai découvert le test AS que j'ai pris conscience que quelque chose se passe et qu'il faille qu'on mène une lutte contre cela parce que avec les informations que j'avais eues dans le temps, il y avait tellement de sujets qui étaient SS, SC, CC et autres qui tombaient malades régulièrement. Donc tout ça a motivé mon engagement pour arrêter la propagation de cette maladie-là. Nous allons nous engager tous pour freiner la propagation de cette maladie. Vous avez partagé un tant soit peu votre vécu ou votre quotidien avec la drépanocytose. Moi, je retiens deux choses. Et Josepha, elle est drépano SS. Vous êtes drépano AC, c'est ça? Je suis AS. AS. Oui. Ça veut dire que vos parents doivent être drépanocytaires ou bien expliquez-nous concrètement ce que c'est que cette maladie pour que nos chers téléspectateurs qui nous regardent ce soir puissent mieux comprendre. D'accord. Moi, je suis AS. Ça veut dire que j'ai pris S chez l'un des parents et donc d'après les enquêtes, j'ai su que c'est chez ma maman que j'ai pris le S et l'hémoglobine normale qui est A, je l'ai hérité de papa. Donc papa n'a pas, voilà, il ne porte pas le gène. Mais chez Josepha qui est SS, ça veut dire qu'elle a pris un S chez son papa et un S chez sa maman. Donc ces deux parents portent le gène et peuvent transmettre, ce qui a fait qu'ils ont transmis ça à la demoiselle. Moi, je porte également le gène, je suis AS, je peux transmettre ça à mes enfants et malheureusement, je le leur ai transmis. Heureusement que la maman n'est pas AS comme moi et donc les enfants ne sont pas SS pour devenir malades. C'est une affection sanguine héréditaire telle qu'on vient de le constater qui touche les globules rouges ou les hématies qui sont des constituants primordiaux du sang. Alors, quand la maladie touche les globules rouges, ça les déforme. Donc, au lieu que le globule rouge ou l'hématie conserve sa forme ovalaire telle que ça se fait à l'écran, au lieu que ça conserve cette forme-là, ça change de forme et peut devenir
il peut prendre une forme lunaire ou bien la forme C. Voilà. Et donc, quand c'est comme ça, la circulation des globules rouges là, au niveau des vaisseaux sanguins, peut poser problème lorsque vous vous retrouvez dans des conditions données qui font rétrécir le diamètre de circulation de vos vaisseaux sanguins. Et donc, quand vous êtes sujet à cette déformation-là au niveau de vos globules rouges, vous faites ce qu'on appelle la drépanocytose, surtout si les deux phénotypes sont présents chez vous. Voilà. L'hémoglobine normale, c'est AA. Et donc, quand la maladie survient chez quelqu'un, la personne peut être AS. On peut être SS. Là, on prend les deux chez ses parents. On peut être SC. Là, vous prenez S chez quelqu'un, vous prenez C chez l'autre parent. Maintenant, il y a des sujets qui sont CC. Eux autres, ils ne sont pas trop classés dans la drépanocytose, mais c'est quand même une hémoglobinopathie. Donc, ça concerne toujours l'hématie. Et donc, nous les acceptons parmi nous. Et puis, on fait le chemin ensemble. D'accord. Alors, Monsieur Tobossi, est-ce qu'on peut avoir une idée? Quel est l'aperçu général? Quel aperçu général avons-nous aujourd'hui de la drépanocytose au Togo? Est-ce que la situation est la même? Elle est similaire que celle qui a poussé l'Organisation mondiale de la santé à décréter cette maladie priorité de santé publique? Vous avez annoncé à l'entame un chiffre pour l'Afrique. Pour le monde, ça fait 5% de la population mondiale qui est drépanocytaire, ou bien qui porte tout au moins le gène S. 5% de la population mondiale. 5%, ça fait 400 millions de personnes. C'est beaucoup. Chaque année, il y a 300 000 bébés qui naissent avec la maladie. 300 000 bébés. Et sur ces 300 000 bébés, à peine la moitié verra l'âge de 5 ans. Ça veut dire qu'ils vont mourir avant l'âge de 5 ans. On a 200 000 décès liés à cette maladie-là également chaque année dans le monde. Et quand on vient chez nous ici au Togo, où nous sommes autour de 8 millions, on a jusqu'à 16% de la population qui porte au moins le gène S susceptible de continuer par propager la maladie. 16%, ça fait 1 200 000 et quelques mille Togolais qui sont concernés. Et parmi eux, il y a 4%, donc ça fait 320 000 et quelques qui sont SS, SC et qui tombent malades régulièrement, qui sont toujours dans le triangle vicieux maison, hôpital, pharmacie. Et donc, c'est aussi un enjeu de santé publique, tant pour le monde, pour l'Afrique et pour le Togo. Voilà. Tobossi. Mademoiselle Josepha, Monsieur Tobossi a dit quelque chose, il dit 16% de Togolais que nous sommes, qui sont drépanocytaires, tombent souvent malades. Est-ce le cas chez vous aussi? Moi, personnellement, mes maladies sont causées par la température. Pas extrêmement causées, mais sont déclenchées. Je fais mes crises lorsqu'il y a de la chaleur intense ou il fait extrêmement froid. Il y a aussi lorsqu'il y a changement brusque de température. Et souvent, j'ai des contractions musculaires, c'est-à-dire j'ai des contractions au niveau des muscles, j'ai des douleurs au niveau du cœur et des douleurs au niveau des articulations. Monsieur Tobossi, Mademoiselle Josepha, elle a parlé du facteur environnemental. Quels sont les autres facteurs déclencheurs de la drépanocytose? Les facteurs déclencheurs de la drépanocytose, il y a la température, telle qu'elle a dit, les températures extrêmes. Oui, les deux extrêmes. Ou bien les changements brusques de température. On est dans une température froide ici tout à l'heure. Si elle sort brusque du studio et elle retrouve la température externe, ça peut l'amener à déclencher sa crise dans les minutes qui suivent. Il y a la déshydratation. Quand les sujets drépanocytaires ne sont pas bien hydratés, quand ils ne boivent pas beaucoup d'eau, au moins 2,5 à 3 litres d'eau par jour, ça peut les amener à faire leur crise. Il y a l'hygiène corporelle. Il faut avoir les ongles bien propres, les cheveux bien propres, les habits bien propres. Il faut se brosser régulièrement également la bouche. La cuisine, la chambre où l'on dort, le lit, le drap de lit, bref,
tout ce qui entoure le drépanocytaire doit être d'une hygiène impeccable. Parce que ce sont des sujets qui ont une immunité très sensible. Ils font souvent les infections de presque tous les organes. Et donc, n'importe quel germe ou bien toute occasion de contamination par un germe est donc à risque pour eux. Donc, ils sont obligés de vivre dans un environnement très sain et très propre pour éviter donc les déclenchements de la maladie. Il y a le stress chez eux. Ce sont des sujets qui ne supportent pas les crises de conflit, et le stress au quotidien. Il faut éviter le tabac. Le tabac peut déclencher la crise. L'alcool peut déclencher la crise. Le café peut également déclencher la crise parce que le café et l'alcool ont tendance à provoquer une déshydratation chez le drépanocytaire. Il faut avoir une alimentation équilibrée. Donc, il y a plusieurs facteurs et chaque individu peut avoir un facteur particulier déclencheur de sa crise. Donc, il faut se connaître. Oui, le drépanocytaire qui se connaît, il pourra mieux vivre avec sa maladie et vivre longtemps. Contrairement à ce que les gens ont véhiculé pendant longtemps sur la maladie, on dit qu'au plus à 18 ans, ce sont des sujets qui quittent ce monde. Non, on a eu un témoignage au Centre national où il y a un sujet de plus de 60 ans qui est encore là et qui est drépanocytaire SS. La demoiselle, elle est déjà à 18 ans et elle est en train de faire sa scolarité normalement. Et tout ça parce qu'il y a un suivi qui est fait et de par cela, on arrive à dompter la maladie et puis à mieux se porter. Mademoiselle Josepha, Monsieur Tobossi a parlé des infections récurrentes auxquelles les personnes drépanocytaires sont souvent sujettes. Est-ce que vous souffrez aussi des infections assez souvent? Personnellement, non. Mademoiselle Josepha, elle a décrit certains symptômes qu'elle a souvent, surtout au moment de ces crises. Elle a parlé de douleurs musculaires, elle a parlé de douleurs à la poitrine. Est-ce que vous pouvez revenir un tout petit peu sur les symptômes de la drépanocytose? Les symptômes peuvent différer d'un sujet à un autre. Mais généralement, on a l'anémie qu'on appelle l'anémie hémolytique, c'est-à-dire l'anémie par destruction des globules rouges. Qu'est-ce qui se passe? Chez le drépanocytaire, les hématies qui sont touchées et qui ont perdu leur forme se cassent très vite. Et donc, quand l'hématie est détruite, le taux d'hémoglobine va être bas. Et donc, quand on va faire le bilan, on va voir que la personne est en train de faire une anémie. Donc, ce sont les sujets qui font régulièrement l'anémie hémolytique. Ce sont les sujets qui font régulièrement aussi les infections. J'ai parlé de l'immunité qui est très sensible chez ces personnes-là. Et donc, infection des poumons, infection au niveau du sang, de tous les organes possibles. Ça se passe également chez eux. Ils font aussi ce qu'on appelle les crises vaso-occlusives. C'est-à-dire quoi? Il y a souvent des blocus au niveau des vaisseaux sanguins de ces sujets-là. Donc, quand une hématie anormale s'éclate ou bien se retrouve à un endroit où il n'arrive pas à passer, d'autres viennent s'accumuler, et ça fait un bouchon. Quand ça fait le bouchon, l'organe qui est derrière, qui devrait être oxygéné, qui devrait être alimenté, commence par réagir et donc les douleurs vont commencer. Au niveau du cerveau, ça va faire un AVC. Il y a la convulsion aussi. Il y a les déformations des os qu'on constate parce que les os sont fragilisés. Ils ne sont pas bien nourris, ils ne sont pas bien oxygénés et donc la croissance des os pose problème. Vous allez voir des enfants qui vont avoir les os, les pieds en eau ou bien les bras déformés. On a aussi ce qu'on appelle les nécroses osseuses. Donc les os commencent par pourrir de l'intérieur. On a les retards de croissance. Donc ce sont des sujets qui, comparés aux enfants du même âge, eux, ils ont un retard par rapport aux autres. Et maintenant, arrivés à l'âge de puberté, ils ont aussi des retards de puberté. D'autres font également ce qu'on appelle le pré-apprise. Ça, c'est chez les hommes. J'ai vu ça pendant près de 6 ans chez un drépano au CHU Tocoin qui revenait à la réanimation toutes les 2 semaines pour le pré-apprise. Le pré-apprise, c'est quoi? Le jeune homme va entrer en érection, une érection qui ne va pas baisser pendant des jours. Parce que les vaisseaux sanguins, l'entrée en érection, c'est du sang qui vient dans les vaisseaux et puis il y a ça. Donc, quand le sang vient, c'est bloqué dans les vaisseaux.
Parce que les globules rouges mal formés bloquent la circulation. Donc, il n'y a plus de retrait de sang et donc ça reste tendu pendant des jours avec des douleurs pas possibles. Donc, il y a ces cas-là aussi qui s'observent chez certaines personnes. Les manifestations peuvent être différentes d'un sujet à un autre. La drépanocytose serait aussi une cause majeure de cécité. Si, les yeux sont touchés aussi. Oui, les yeux qui vont être bien portants, mais qui ne voient plus. Parce que le nerf optique peut être touché. Les vaisseaux sanguins au niveau des yeux également peuvent être touchés. Les complications, on a ce qu'on appelle les insuffisances au niveau des organes. Insuffisance au niveau des reins, insuffisance au niveau du foie. Au niveau pulmonaire, c'est surtout une hypertension pulmonaire qu'on observe. On va avoir aussi des troubles de fertilité, tant les hommes que les femmes. Monsieur Tobossi, vis-à-vis de toutes ces complications que vous venez d'énumérer, cela demande beaucoup de moyens pour la prise en charge. Oui. N'est-ce pas? Et comment l'association togolaise de lutte contre la drépanocytose vient-elle en aide aux parents et aux personnes drépanocytaires? Ça demande des moyens parce que les enfants sont généralement régulièrement malades et donc tout le temps on est à l'hôpital. Il faut dépenser dans les médicaments, dans l'hospitalisation, dans les va-et-vient des parents de la maison et autres. Les parents qui vont abandonner leurs activités génératives de revenus et se mettre au chevet de l'enfant, tout ça, ça fait des moyens. La peur de perdre son enfant au quotidien, tout ce stress-là. Il y a la recherche de sang, parce que régulièrement, on les transfuse. À un moment donné, les parents n'ont plus de moyens, ils vont chercher à prêter même de l'argent avec intérêt, mais ils n'en trouvent pas. Ils n'en trouvent pas. Donc, tout ce stress-là, tout ça fait que il faut, à un moment donné, créer un réseau ou bien un creuset dans lequel il faut s'assembler, se soutenir, partager les peines et autres là entre soi et chercher aussi des partenaires qui vont apporter quelques moyens de subsistance sur le plan médicamenteux par rapport à ceux qui sont hospitalisés. Donc, à notre niveau, qu'est-ce que nous avons souvent fait? C'est de faire appel aux grandes sociétés de la place et qui apportent des subventions par rapport aux médicaments. Et il y a un centre national de recherche et de soins drépanocytaires qu'on appelle le CNRSD, qui est un centre créé par décret présidentiel en 2015, qui est le centre par excellence de la lutte contre la drépanocytose aujourd'hui au Togo. Et c'est sur le campus de Lomé, non loin du CHU campus. Et donc, quand nous faisons appel aux bonnes œuvres et qu'on a les médicaments et autres, c'est vers ce centre que nous allons et on met ça à disposition du centre qui l'exploite pour les sujets qui viennent se faire consulter. C'est un centre qui fait 370 patients par mois, en moyenne. Et donc, par an, ça fait plus de 4000 patients qui passent. Mais c'est seulement les drépanocytaires. On va dans les sociétés, on va dans les églises, les mosquées, on va dans les couvents. Les écoles, oui, pour aller sensibiliser aussi, pour qu'on arrête ou bien on freine tout au moins la propagation de la maladie. On ne la guérit pas. Vous naissez avec, vous allez partir avec. Et ce qu'on peut faire, c'est d'éviter sa transmission à d'autres générations et donc qu'on cesse de continuer par produire ou bien par faire des enfants susceptibles de porter la maladie. Voilà. Est-ce que ce n'est pas le lieu d'appeler aussi d'autres bonnes volontés, n'est-ce pas? Oui, c'est toujours bon de venir à l'aide aux malades et donc nous passons par ce canal pour solliciter toute bonne volonté qui pense qu'elle peut faire un geste à l'endroit des sujets qui portent cette maladie-là. On est ouvert, on est preneur, on va voir dans quel sens organiser l'accompagnement pour que ça tombe directement dans les mains des bénéficiaires. Monsieur Tobossi, lorsque Josepha racontait son histoire, également lorsque vous énumériez les activités que vous menez ou bien le vécu des parents d'enfants drépanocytaires, on comprend, il y a un aspect qui revient toujours, l'aspect psychologique. Est-ce que dans votre association, vous avez aussi des psychologues
qui prennent en charge ces patients et leurs parents? Oui, nous avons plusieurs catégories de soignants dans notre association et même des fois, des parents d'enfants drépano expérimentés dans la chose sont de meilleurs conseillers, meilleurs psychologues par rapport à ce qu'ils vivent et ils dirigent mieux, ils donnent mieux de conseils, ils consolent mieux certains parents par rapport à la maladie. Mais derrière ça, on a aussi des psychologues de santé qui sont avec nous et qui nous aident à aussi jouer ce rôle-là. Toute catégorie de soignants est là, toute couche sociale aussi est présente et aussi tout âge. Hein. Dès que l'enfant est capable de pouvoir cerner la réalité, ses parents ont la possibilité de demander à ce qu'on insère son enfant dans le groupe WhatsApp que nous gérons. Et donc, il y a tous ces moyens-là que nous mettons en œuvre pour arriver à bout du stress quotidien que provoque ce fléau-là. Parce qu'il faut l'appeler comme ça, c'est un fléau. Mademoiselle Josepha, est-ce que vous êtes aussi membre de l'association? Comment vous êtes arrivée à l'association? J'ai intégré l'association par ma mère. Et elle a fait partie du bureau de l'association. C'est comme ça que j'ai connu l'association. Alors, Monsieur Tobossi, qui peut être membre de l'association et comment rejoindre votre association? Toute personne drépanocytaire ou non peut adhérer à l'association. L'État a déjà fait une grande partie en créant le Centre national de recherche et de soins contre la drépanocytose. L'État fait former également des médecins spécialisés dans le domaine et qu'il déploie à l'intérieur, à défaut de refaire le centre à l'intérieur du pays. On fait former les gens qu'on déploie. Il y a le dépistage systématique qui se fait maintenant dans les consultations prénatales. Donc, quand une femme enceinte vient en consultation, le test de la drépanocytose est demandé systématiquement parce que plus tôt l'enfant drépanocytaire commence par être suivi, mieux il va vivre longtemps. Donc, ça prolonge son espérance de vie. Mais ce sont les cas où les enfants ne sont pas suivis. Il n'y a pas de suivi médical, il n'y a pas de suivi parental, il n'y a pas d'hygiène de vie. C'est chez ces enfants-là que l'espérance de vie régulière avec les complications et puis ils partent très tôt. D'accord. Alors, mademoiselle Josepha, on vous voit, hein, vous êtes en pleine forme, vous êtes en bonne santé. Qu'est-ce que vous faites pour demeurer en bonne santé au quotidien? Le président, il a soulevé un point essentiel, le suivi médical. Personnellement, je n'ai pas un médecin traitant, mais ma mère fait partie du corps médical et elle m'a toujours suivi. Lorsque j'avais mes crises ou j'avais des anémies, elle m'a toujours suivi. Mais surtout au niveau de l'anémie, je précise cette partie. Parce que à ce point, j'ai eu à connaître une boisson, à découvrir une boisson faite à base de... Une boisson thérapeutique, je peux le dire, faite à base d'ingrédients naturels qui m'a beaucoup aidée. Donc, et vous continuez pas à prendre cette boisson? Oui. Elle est toujours là, elle est disponible? Oui. Okay. Et cette boisson, est-ce qu'elle coûte cher? Oui. Elle coûte combien cette boisson? Cette boisson coûte 700 francs. D'accord, à la portée de la bourse de tout un chacun alors. Oui. Monsieur Tobossi, à quoi les parents et les drépanocytaires même doivent veiller pour rester en bonne santé et au quotidien? Au-delà des moyens thérapeutiques classiques à l'hôpital, il y a aussi nos mesures particulières à la maison, telles que la demoiselle a dit, sa maman a découvert une boisson qu'elle lui applique et depuis lors, selon les entretiens off, elle n'a plus fait de crise depuis bientôt 4 ans. Alors qu'avant, mensuellement, elle faisait 2 fois ces crises. Mais dès qu'elle a commencé par prendre ça régulièrement, elle n'a plus fait de crise. Nous, on a cherché à mieux comprendre le phénomène. Les fruits, les légumes, les épices, ce sont de meilleurs médicaments que nous pouvons conseiller pour repousser les crises, pour l'entretien chez un sujet drépanocytaire. Et donc, toute solution qui peut contenir ces minéraux, ces vitamines, ces antioxydants,
cette solution est bienvenue et elle fera le bonheur du sujet drépanocytaire. Donc ce n'est pas seulement dans la médication, dans les injections, les sérums et autres que le sujet drépanocytaire. Mieux vaut prévenir les crises que de s'acharner à les gérer. Moi, je suis beaucoup plus dans la prévention. Par rapport à l'alimentation, ce sont des sujets qui ont besoin d'aliments riches en vitamine B9. Qu'on trouve voilà, dans Boma, Aloma, Moringa, tout ce qui est légumes verts. Oui, feuilles de manioc, tout ce qui est légumes verts, on trouve de la vitamine B9 dedans. C'est aussi dans l'arachide, également dans la banane. On a besoin de protéines de qualité. Protéines de qualité, ça fait l'œuf, ça fait le poisson, ça fait la sardine, ça fait... Poisson frit, ça peut aller. Ça peut aller. Le soja, ça peut aller. Le yaourt, ça peut aller. Tout ce qui est protéines de qualité, ça marche chez le sujet drépanocytaire. Il faut des aliments riches en fer. Sauf si c'est un drépanocytaire qui a une surcharge. Parce qu'il y a certains qui font ce qu'on appelle la surcharge en fer. Donc, il faut là que le médecin situe les parents sur le type de drépanocytaire que leur enfant est. Donc, s'il n'y a pas de surcharge, alors là, il faut conseiller les aliments riches en fer. Il faut aussi une hydratation abondante. J'ai dit pas d'alcool comme hydratant, pas de café comme hydratant, de l'eau simple ou bien du jus de fruits fait maison. Il faut être sûr que c'est vous-même qui avez fait votre jus de fruits et vous l'avez sucré ou non à votre goût. Il ne faut pas aller prendre des boissons synthétiques pour dire que vous êtes en train de vous hydrater. Vitamine C, citron, orange, mandarine, clémentine, tout ce qui est agrumes, c'est très bon pour le drépanocytaire. Maintenant, zinc, cuivre, sélénium, tout ça dans le sésame, également dans le goussi. C'est différent. Le goussi, ce n'est pas le sésame. On en trouve dans le sésame, les petits grains. On en trouve également dans le goussi qui constitue les grains de courge. Dans les céréales complètes, également, on en trouve. Et puis les oméga 3, qui sont des anti-inflammatoires et qui vont aider à avoir la réduction des crises. On en trouve dans le maquereau, dans la sardine également. Donc, avec ces mesures alimentaires, on peut éviter les crises régulières à ces enfants. Et maintenant, il faut les supporter mentalement. Ouais, il faut les supporter mentalement. Ils sont très stressés, ils sont très faibles côté mental. Donc, il faut les entourer de tout l'amour possible que vous pouvez. La vie aux hommes, essayez de réduire les risques de transmission de la maladie en faisant les tests en début de relation ou bien quand c'est découvert, il faut se parler et arrêter de faire des enfants drépanocytaires. Monsieur Mathieu, en citant les fruits, vous avez cité le citron. Si. Or, les personnes drépanocytaires font souvent face à l'anémie. Est-ce que le citron serait un bon allié? Oui, le citron, dans ce cas, ce n'est pas à prendre tout cru. Il ne faut pas presser du jus de citron et puis l'avaler tout cru. Il faut, lorsque vous prenez 1 litre d'eau simple, il faut y mettre du jus d'un seul citron. Là, ça va aider le drépanocytaire. Ce n'est pas comme quelqu'un qui veut faire une cure de dégraissage ou bien de perte de poids qui va consommer 2-3 citrons par prise. Non, c'est bien différent. D'accord. Monsieur Tobossi, votre association est basée à Lomé, mais est-ce que vos actions s'étendent à l'intérieur du pays parce qu'il y a des drépanocytaires sur toute l'étendue du territoire? Nous avons déjà essayé d'avoir des antennes délocalisées dans les communes et même dans les coins les plus reculés. Et donc, ça fait l'un des défis de mon mandat pour étendre davantage cette association sur tout le territoire afin que tout le monde soit servi et qu'on ne soit pas seulement centralisé à Lomé. Également, les dons qui sont faits dans les centres, on peut aussi les délocaliser, aller célébrer même les journées à l'intérieur, auprès, au chevet de certains malades dans certains coins du pays. Ça fait partie des défis que je dois relever. Vous avez dit que votre association
fait des plaidoyers auprès des bonnes volontés qui vous appuient, ne serait-ce que pour l'achat des médicaments et tout ce qui va avec. Est-ce que ces aides que vous recevez, est-ce que vous les partagez avec les drépanocytaires de l'intérieur du pays? Si oui, comment peuvent-ils faire pour aussi en bénéficier? D'accord. En dehors du centre national qui est créé par l'État, l'État a aussi œuvré à ce que nous ayons une fédération. Donc, il y a une fédération des associations pour un meilleur contrôle de la drépanocytose au Togo. Donc, cette fédération est sous la coupole du centre national. Et donc, à travers les médecins qui ont été formés et qui sont déployés dans les centres hospitaliers, préfectoraux ou régionaux, voilà, lorsque les gestes sont faits au niveau du centre national, une partie est réservée pour ceux qui sont à l'intérieur. Également, les formations qui sont données pour pouvoir renforcer la compétence des soignants, ceux qui sont aussi à l'intérieur en bénéficient. Et quand eux, ils en bénéficient, c'est au bonheur des sujets drépanocytaires qui sont à l'intérieur. Ça profite à tout le monde sur le territoire, en quelque sorte. Monsieur Tobossi, vous avez mis un accent particulier sur les efforts que l'État ne cesse de mener pour la santé et le bien-être de toute la population et surtout des personnes drépanocytaires. Un centre a été dédié exclusivement pour la recherche et la prise en charge de ces personnes, mais des défis restent encore à relever, n'est-ce pas? Oui, défis, il en reste. Tant que la maladie n'est pas déclassée fléau, on va continuer par relever les défis. Il faut qu'on agisse au point clé où la propagation de la maladie se produit. C'est lors de la grossesse que la transmission de la maladie se produit. Et donc, si on peut amener tout le monde à connaître tout au moins son statut, ça va aider dans le choix des partenaires, que ce soit homme ou femme. Et donc, si au niveau des noyaux familiaux, votre enfant amène un partenaire ou une partenaire, que vous voulez faire la liste de la dot, en première ligne, il faut mettre test de drépanocytose. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas et que votre enfant s'unit avec une personne qui peut transmettre la maladie, comme votre enfant par exemple, vous serez grand-papa ou grand-maman qui va toujours injecter de l'argent dans le foyer de votre enfant. Parce qu'eux-mêmes, ils vont en dépenser tellement qu'ils ne vont plus en avoir et ils vont vous faire recours tout le temps. Alors qu'à un âge donné, c'est votre enfant qui va vous venir en aide. Mais pour la drépanocytose, c'est vous qui allez toujours en aide à votre petit enfant. Donc, il faut veiller à ce que cela ne soit pas fait. Et ça va réduire aussi la propagation de la maladie. Au niveau des mairies, pour la célébration des mariages, il faut qu'on commence par aussi exiger ce test de dépistage pour que les gens soient conscients de l'engagement qu'ils veulent prendre, qu'ils se disent « Ah, nous risquons de faire des enfants régulièrement malades et donc on peut s'entendre pour arrêter. » On a vu des relations qui ont été arrêtées à 1 ou 2 mois du mariage. Aujourd'hui, chacun d'eux est heureux dans son coin. Ceux qui se sont entêtés, ils sont revenus nous dire « Vous aviez raison ». Parce qu'ils sont tout le temps à l'hôpital. Et les relations, même ces mariages-là, ont été déjà disloqués. Okay. Au niveau des religieux, prêtres, pasteurs, imams, rounons et tout ce qui est religieux, il faut aussi commencer par exiger ce test de dépistage de la drépanocytose pour que les gens soient encore une fois mis en face de la réalité et contribuent alors à arrêter ou bien à réduire la propagation de la maladie. Donc, si l'État, à travers les mairies, peut amener les élus locaux à exiger ce test-là, ce serait très bien. Si également tous les enfants nouveau-nés peuvent également être dépistés, parce qu'au moment maintenant, on demande le dépistage pendant la grossesse, mais si dès que l'enfant naît, on fait aussi le test et que c'est gratuit, ce serait bien. Donc, c'est la gratuité que nous sommes en train de plaider. La gratuité du test de dépistage de la drépanocytose. Que ce soit pour la femme enceinte, que ce soit pour le nouveau-né, que ce soit pour tout sujet qui se présente dans un centre
et qui veuillent faire le dépistage de la drépanocytose. Ce premier geste de gratuité va nous aider à réduire la propagation. On peut commencer par enseigner ce que c'est que la drépanocytose, les moyens pour mieux contenir ça et aussi pour prévenir ça. Ça peut être aussi parmi les maladies qu'on peut enseigner à l'école. Alors, Monsieur Tobossi, la drépanocytose est une maladie non curable, mais qu'on peut éviter. C'est tout ce que vous venez de citer, ce sont les moyens de prévention. Hein? Est-ce qu'il y en a d'autres? Le seul et meilleur moyen de prévention, c'est de ne pas s'unir avec un sujet porteur du gène. Mademoiselle Josepha, vous menez un combat quotidien contre la maladie. Et vis-à-vis de la société, qu'est-ce que vous faites pour aujourd'hui amener les gens à ne pas être dans la même situation sanitaire que vous? Personnellement, je n'ai pas eu à rencontrer beaucoup de drépano, mais j'ai eu 3 amis drépanocytaires. Et durant leur crise, j'ai observé des choses qui ne m'étaient jamais arrivées à moi. J'ai eu mal pour eux de savoir que j'avais la même maladie, mais je ne ressentais pas la même amplitude de douleur qu'eux. Et réellement, je n'ai pas trop de, comment dirais-je, trop de conseils à leur donner, mais si c'est le soutien psychologique, oui, ça, je peux leur apporter parce que je soulève essentiellement le côté psychologique parce que lorsqu'une personne sait qu'il est atteint d'une maladie et que vous soutenez la personne, obligatoirement, il va se sentir soulagé. Il se dira, oui, c'est bon, je peux l'accepter, je peux accepter ma maladie parce que je pourrais pas repousser la maladie. La drépanocytose, ça ne se repousse pas. Ça ne se guérit pas. Tu es obligé de vivre avec. Mais lorsque vous dites à la personne qu'elle n'a plus d'issue, automatiquement, la personne sera renfermée sur elle-même et il y aura ce vide, ce trou qui va lui créer une instabilité. En venant sur ce plateau, vous êtes déjà un canal de communication, de sensibilisation pour nos chers téléspectateurs et toute la communauté. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs moyens de communication. Hein. Il y a TikTok et tout le reste. Est-ce que vous n'avez pas envie de vous engager plus sur cet élan pour éviter à la population cette maladie? Oui, oui. En effet, j'ai toujours voulu faire plus. D'ailleurs, la raison pour laquelle j'ai fait la série D, j'ai l'envie, j'ai le désir d'aider plus de drépano parce que et je n'aimerais pas que d'autres personnes vivent ce que moi j'ai vécu. Et donc, je suis là. Oui, je serai là. Vous engagez? Oui, je m'engage. En tout cas, bon courage. Merci. Et nous sommes sûrs que vous allez sauver beaucoup de vies. Chers invités, nous sommes arrivés ainsi à la fin de notre rendez-vous de ce soir. Et Monsieur Tobossi, quel est ce dernier message que vous avez à l'endroit de nos chers téléspectateurs? Le dernier message que je vais porter, c'est de demander à toute la population d'aller connaître son statut drépanocytaire. D'accord? Tanyao, mi ponu wetroya sokudo ndui be edoanti ke mi yona be emasia mi pompo sokudo nti. Yabia gan ke la sinya e nyikeo. Amesiame ne so ne baba jije be huma kwara be edoa ele yentima alo edoa ba lozen le yentima ne le ntiwa ezinjio be o mademo ne amekenti bele a okui mi ano du kakala va divio ne mite le wo ne benua ela na be edoa ela didi poto agbeto mlion 20 ye lele alekebe doa le doa me e sugbon mi dola titre sokulenti. Mademoiselle Josepha, est-ce que vous avez un dernier message? Et massive doare. Muni e dobeni e jawame e wuname ya certes. Wa mja wumiye. Le ole benarokoa ola yinko. Jagba anya fiko le na doa. Le onya fiko le ne ola nyare ko la no. Ye ola nyare ko la zoro le doantia. Appello, Mademoiselle Josepha. Chers téléspectateurs, c'est ici que nous mettons fin à notre rendez-vous de ce soir. Je rappelle que nous étions avec Monsieur Kponou Tobossi. Il est président de l'ATLD, Association togolaise de lutte contre la drépanocytose également. Nous avons partagé cet instant santé avec Mademoiselle Josepha Gracien Agboton, qui est étudiante et drépanocytaire.
Merci à toute la réalisation. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Nos programmes se poursuivent. Au revoir et à très bientôt.